Bonjour à tous, c'est Arthur et vous regardez Art of Style. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque vous allez rencontrer la deuxième personne de ce duo qui est Gustave. C'est moi. Donc Gustave et moi, on s'est rencontrés chez Jamais Vulgaire où j'étais entré en tant que stagiaire. Toi, t'étais rédacteur en chef à ce moment-là. Et puis, c'est vrai, donc ça remonte à quelques années maintenant. Et puis, on est devenus collègues et puis ensuite amis. Et maintenant, on lance notre format YouTube à deux. Et on espère que ça vous plaira, tout simplement. Ça va vous plaire, c'est une certitude. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous donner les basiques essentiels à avoir dans le style casual. Ces basiques seront ultra utiles pour vous permettre d'éviter de faire des faux pas dans ce registre qui est très peu codifié. En fait, ça va être la première vidéo d'une série de 3 vidéos où on va voir les basiques essentiels que vous devez avoir dans votre vestiaire pour les styles casual, formel et sartoriaux. Donc en fait, ça dépend surtout de votre environnement professionnel. Et donc aujourd'hui, on va attaquer le registre le plus décontracté des 3. Maîtriser son environnement, ça fait partie des soft skills qui vont vous apporter des points gratuitement et qui vont vous aider à un moment donné dans votre carrière à aller plus loin. C'est une promotion où vous avez envie d'être embauché. Si vous arrivez habillé comme un sac, ça va pas le faire. Et il ne faut pas imaginer qu'il y a des secteurs qui n'ont pas de dress code. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Quel que soit votre secteur, que vous travaillez dans la communication, dans l'IT ou que vous soyez un juriste, vous avez un dress code. C'est simplement qu'il va être plus ou moins établi et plus ou moins intelligible. Même quand il n'y a pas de dress code établi, on vous dit c'est à la cool, tu peux venir comme tu veux. Typiquement la phrase tu peux venir habillé comme tu veux, c'est pas vrai. Il y a un dress code, voilà, c'est ça. Il y a un dress code qui est établi, sauf qu'on ne vous le donne pas et c'est à vous de le définir. Avant les années 80, la question se posait vraiment pas. Soit vous bossiez dans un bureau et vous portiez le costume, soit vous étiez un ouvrier et vous portiez le bleu de travail. Et donc, il y a une personne qui va tout chambouler, c'est Steve Jobs. C'est le premier à arriver à se pointer en basket et en col roulé pour présenter ses grosses réunions. Il faut imaginer qu'à l'époque, c'était ultra subversif et personne n'avait osé imaginer faire ça un jour. Et petit à petit, tous les patrons de la Silicon Valley vont s'y mettre. Fini le costume et la cravate pour présenter les réunions, on y va à la cool, en t-shirt et en basket. Et c'est donc devenu la norme, au même titre que le costume l'était avant, et ça n'a donc plus vraiment grand chose de subversif aujourd'hui. Le développement du style masculin est historiquement très lié à son environnement de travail. Il évolue donc naturellement avec la société. On va partir de la tête aux pieds, enfin plutôt des pieds, en commençant par les chaussures. Donc qu'est-ce qu'on recommande, Gustave, pour commencer dans le registre casual ? Des sneakers et des boots. Pourquoi il nous faut au moins 2 paires? C'est parce que ça va vous permettre de toujours laisser une paire qui va respirer. Il faut au moins 24 heures pour ça. Tout simplement parce qu'en 24 heures, votre chaussure va avoir le temps de reprendre sa forme grâce à des embauchoirs. Et aussi, l'humidité et la transpiration vont pouvoir s'évacuer. Les chaussures, c'est probablement la partie la plus importante et sur laquelle il faut vraiment investir. Parce que c'est potentiellement la pièce qui va durer toute une vie si vous les entretenez correctement. Et au contraire, c'est celles qui vont s'user le plus rapidement si vous n'en prenez pas soin et si vous achetez de la mauvaise qualité. Pour la sneakers, on vous conseille de partir sur une paire blanche, en cuir ou en coton. C'est indémodable et passe-partout. Le mouvement de la sneakers blanche en cuir minimaliste a été lancé initialement par la marque Common Project qui a donné le ton à tous les autres modèles qui sont sortis par la suite. Est-ce que c'est une pièce de mode ou une pièce durable ? Nous, on pense que son minimalisme et son coloris unique qui est déjà présent dans le vestiaire masculin en font un basique qui saura résister aux tendances. Au-delà du cuir, vous pouvez aussi opter pour d'autres matières pour votre sneakers, en toile comme l'iconique Chuck Taylor de Converse ou même en laine pour l'hiver. La matière va cependant beaucoup influer sur le prix. Alors Arket, c'est une marque qui a été lancée par H&M et qui se veut durable et éthique. On dit comme ça peut faire un peu peur. Ça fait un peu peur, c'est un peu comme si Total finançait Greenpeace quoi. Après, c'est une sneakers à moins de 100 € qui propose un tannage sans chrome. Et les tannages au chrome, c'est une des activités les plus polluantes dans la mode, notamment dans l'utilisation des... Dans la maroquinerie, dans la tannerie. Donc toutes vos sneakers en cuir, généralement elles sont tannées au chrome, ce qui est extrêmement polluant pour l'environnement. Et enfin, pour ceux qui ont un budget un peu plus conséquent, vous avez Beldon qui fait de jolies sneakers blanches avec une allure et un détail de sophistication qui est un peu plus poussé. On a des empiècements en cuir coloré aussi avec. Ça reste raisonnable, on est aux alentours de 150 € je crois la paire, c'est ça Arthur? Ouais, c'est ça. Et Gustave a écrit un article dessus sur Jamais Vulgaire, donc on va vous le mettre en fiche ou en description. Lien.
Si le sujet vous intéresse, je vous recommande fortement cette playlist par la chaîne Rosenville qui a bien étudié la question. Lui, son délire, c'est de découper des sneakers en deux pour voir ce qu'il y a dedans. Je crois qu'on peut pas faire plus transparent que ça. Maintenant, on va passer aux boots. Il existe 3 modèles vraiment faciles à porter. Vous avez la Chukka Boots, la Chelsea Boots et la Jumper Boots. Ce sont 3 modèles en cuir qui sont très simples à porter. On commence avec la Chukka Boot qui est vraiment une icône du style masculin. C'est une bottine qui est assez basse, qui arrive au niveau de la cheville, avec 2 ou 3 œillets et qui est généralement en cuir suédé, même si on peut l'avoir en cuir grainé et en cuir lisse. C'est une bottine avec une forme assez ronde, ce qui se prête très bien au registre casual. On la retrouve généralement en veau velours, mais aussi en cuir grainé et en cuir lisse, voire même avec une semelle crêpe. Cette boots casual, qui est un proche cousin de la Desert Boots, a notamment été popularisée par Clarks et par un certain acteur hollywoodien, Steve McQueen. C'est une boots qu'on apprécie surtout pour son confort. Pour chaque pièce, on vous proposera 3 modèles qui correspondent à des budgets différents. Mon coup de cœur pour la Chukka Boots, c'est celle de Malfroid, qui propose une paire à moins de 400 €, qui a tout d'une véritable chaussure de luxe. On passe maintenant à la Chelsea, qui est une autre boot iconique du style masculin. A l'origine, la Chelsea a été commissionnée par la cour royale d'Angleterre pour moderniser la tenue des cavaliers. Avant, les boots des cavaliers étaient franchement pas faciles à mettre, et ce sont les gardes de Chelsea qui ont eu l'honneur de la porter en premier, et le nom est resté. Bien plus tard, elle est portée par les Beatles, et elle tombe du registre militaire vers la pop culture grâce à ce boys band au succès planétaire. C'est avec les Beatles que la Chelsea Boot est devenue iconique et immortelle, adaptée et revue par tous les chausseurs. Ce qui caractérise la Chelsea Boot, c'est qu'il n'y a pas de lacet et la chaussure elle est uniquement maintenue par des élastiques sur le côté qui va permettre à votre pied de bien rester en place. Donc c'est super pratique parce que si vous êtes un peu dans le coltard le matin, ça s'enfile très facilement, ça s'enlève très facilement et autant vous dire que les militaires anglais ont dû apprécier. Donc la Chelsea Boots se prête naturellement au registre du style casual et elles apportent aussi un petit côté rock'n'roll qui est très sympathique. Pour tout vous dire, mon tout premier article écrit chez Jamais Vulgaire, c'était une Chelsea Boot de la marque Bexley. C'est un très bon choix si vous avez un budget assez restreint. Je vous laisse regarder ça en fiche. La dernière boot qu'on va voir aujourd'hui, c'est la Jumper Boot. C'est encore une pièce qui nous provient du registre militaire et qui est ensuite tombée peu à peu dans le registre workwear utilisé par les ouvriers. C'est une boot qui se caractérise par des crochets en haut du lassage qui permet de l'enfiler et de l'enlever beaucoup plus facilement. La Jumper, c'est un véritable passe-partout du registre casual et avec sa forme arrondie, elle est vraiment super confortable. Personnellement, pour les jumpers, j'ai une préférence pour celle avec un bout droit. Je trouve que ça fait bien ressortir la forme de la boot et l'équilibre. En ce moment, sur ma wishlist, j'ai cette magnifique paire de jumper boots en veau velours huilé de Crockett & Jones. Et d'ailleurs, Arthur a écrit un très bel article sur la marque Crockett & Jones. Alors ça parle d'un autre modèle, mais c'est pas très grave parce que si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de la maison et tout ce qu'ils font à côté, c'est vraiment hyper intéressant et on vous laisse un petit lien encore. Pour les curieux, il faut vraiment aller voir. Et si on avait un conseil à vous donner pour le choix de vos boots, privilégiez toujours le cuir. Pour la couleur, on préfère nettement le marron clair ou foncé parce que c'est vraiment une couleur qui va aller avec absolument tout. On préfère éviter le noir, c'est pas vraiment une faute de goût pour les boots, je sais pas ce que t'en penses Arthur. Ouais. Mais le noir c'est plutôt une couleur qu'on va associer traditionnellement aux formelles et donc aux chaussures très habillées et donc faites pour être portées avec un costume. C'est ça, et ici on est dans le registre casual. Et maintenant on passe aux pantalons. On pense qu'il faut minimum 3 pièces dans sa penderie. C'est le même principe que pour les chaussures. Vous portez votre pantalon une journée, ensuite vous le laissez se reposer. Ça va permettre au tissu de se régénérer et de reprendre sa forme. Pour la matière, moi je pense que l'idéal pour commencer c'est du coton. C'est très simple à entretenir et ça va pas vous coûter une fortune. Ouais. Pour bien démarrer, il faut éviter de prendre des pièces qui sont trop marquées en termes de style. Il faut commencer avec simple. Ça va vraiment vous permettre de multiplier les tenues sans vous prendre la tête. Pour les pantalons en coton, il y a 2 modèles qui se démarquent particulièrement, c'est le jean et le chino. Dans le registre casual, c'est vraiment les 2 meilleures armes que vous aurez à votre disposition. On va commencer par le jean. Le jean d'abord, c'est une toile qu'on appelle une toile de Nîmes, qui vient tout simplement de Nîmes en France, donc ils ne sont pas allés chercher bien loin. C'est donc à Nîmes que sont faites ces toiles qui à l'origine servaient pour la confection de tentes. Les pionniers américains, qui découvraient le continent à l'époque, ont utilisé ces toiles pour se tailler un pantalon et c'est comme ça qu'est né le jean. On privilégie toujours le selvage qui est une toile tissée sur des métiers plus anciens et moins larges
ce qui coûte plus cher, mais offre une toile avec plus d'aspérité et qui proposera de meilleurs délavages dans le temps. Dans ces 3 références, j'ai envie de vous parler d'Uniqlo, qui s'est remis à travailler avec les toiles japonaises Kayara pour ses jeans selvedge. Les toiles de denim japonais sont réputées pour être les meilleures au monde, et c'est d'ailleurs avec son premier jean selvedge Kayara qu'Uniqlo avait fait une première forte impression en France. Après, le plus économique pour trouver un bon jean reste encore de faire les friperies. Là, vous pourrez peut-être trouver des Levi's de l'époque où ça valait encore vraiment le coup quand ils étaient faits encore aux États-Unis. Le chino est lui aussi une pièce d'origine militaire. On remonte son origine parmi les troupes britanniques stationnées dans les colonies indiennes. Il faut imaginer qu'à l'époque, les uniformes anglais étaient rouges et blancs, donc très voyants. Et donc, pour leurs ennemis, c'était assez facile de les identifier. Donc ils se sont mis à littéralement salir leurs pantalons avec une couleur sable de l'environnement, ce qui donnera le tout premier chino. C'est donc la couleur originelle du chino, c'est cette couleur beige sable, un peu poussière. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec le chino de cette couleur plutôt claire, et votre denim, votre jean brut qui sera donc foncé, vous pourrez couvrir à peu près toutes les situations. Pour les références de chino, on a un petit coup de cœur pour Bernard Zins, qui fabrique les siens en France, avec un cahier des charges particulièrement exigeant et beaucoup de couleurs. Bernard Zins a le mérite également de proposer beaucoup de matières et des motifs très variés. C'est donc une bonne adresse pour ceux qui aiment le chino et qui ont les moyens. Pour conclure sur les pantalons, on pense que pour le jean, vous avez le choix entre la couleur brute ou un rince. C'est un brut mais qui est légèrement délavé, c'est très bien pour démarrer. Ensuite pour le chino, je pense qu'un beige et un vert foncé, c'est parfait. Ça vous permettra de couvrir beaucoup de couleurs et c'est un très bon début. Une fois que vous aurez ces 4 premières pièces là, vous pouvez développer votre vestiaire en l'ajustant en fonction de la saisonnalité. Pour l'hiver, privilégiez une laine plus épaisse qui va vous tenir chaud, et à l'inverse, pour l'été, partez sur du lin avec une coupe un peu plus ample, ça va vous permettre de respirer et d'avoir moins chaud. En ce qui concerne le haut, pour un style casual, on vous recommande 2 pièces essentielles, le t-shirt et la chemise. Alors, quand on n'est pas très initié à la mode masculine, ça peut paraître un peu curieux de se dire qu'on peut porter des chemises dans un style casual. Et en fait, si, on peut, et on va vous expliquer pourquoi. Vous savez, on a tous ce pote un peu bizarre qui porte que des t-shirts tout le temps, sauf quand il y a un mariage, celui de Tati Germaine, il sort la plus belle chemise de son père, et là c'est l'accident, c'est moche. Ouais, il aurait mieux fait de pas en porter du tout. Vraiment trop grande. Blanche, trop grande. Le col trop large. Bref, ça va pas du tout. Ouais. Fais pas ça. Ne le fais pas. À ce moment-là, préfère les t-shirts. Oui, ou viens pas, c'est plus ça. Puis Tati Germaine, du tout. Alors, avant de revenir sur les chemises, on va d'abord commencer par le t-shirt, qui est clairement le haut essentiel à avoir dans sa garde-robe. On présente souvent le t-shirt comme étant le b.a.-ba du vestiaire masculin, la chose la plus simple à porter, la pièce iconique. Nous, on pense que c'est tout le contraire, c'est vraiment un faux ami. Le t-shirt, c'est un faux ami, parce que il faut être super gaulé pour porter ça. Ouais, je crois que ni toi ni moi, Gustave, on s'y risquerait. C'est ça, on peut pas le porter parce qu'on n'est pas bien gaulé en fait. Et alors, quand on dit mal gaulé, c'est que pour bien porter un t-shirt, il faut avoir des bras, il faut avoir des pecs. Il faut être un peu sec. Il faut être un peu sec aussi. Donc dès que vous avez un peu de poids ou au contraire que vous êtes un peu fin, bah vous allez avoir des largeurs qui apparaissent et c'est pas du tout harmonieux. C'est vraiment le parcours du combattant pour trouver le t-shirt qui vous va bien. Surtout que la plupart des t-shirts sur le marché, ils sont soit très amples, donc il faut bien le remplir, avec des muscles de préférence, ou alors ils sont très fins et collent à la peau, et là, le moindre gramme en plus se voit tout de suite. Après, le t-shirt, ça reste une pièce iconique, ultra sexy du vestiaire masculin. Pour nous, Velvachine, c'est vraiment une marque qui est à prendre en compte. C'est la marque de t-shirt américain tel qu'on l'imagine, qui est en activité depuis 1930. Ils proposent des t-shirts dans des grammages lourds et tubulaires, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune couture sur le côté pour que le jersey suive mieux vos mouvements. Du coup, si tu galères encore avec ta morphologie, choisis plutôt des chemises, tu vas voir, c'est beaucoup plus simple. Quand je dis chemise décontractée, attention, c'est là qu'il faut pas porter la chemise blanche formelle avec n'importe quoi. Tu portes une chemise blanche avec une cravate et un jean, ça ne fonctionne pas. Non, dans le style casual, on va parler de chemises beaucoup plus décontractées. Par exemple, la chemise en denim, qui est vraiment iconique, mais aussi l'Oxford, qui est peut-être un peu plus discrète. Si vous voulez, pour l'hiver, vous pouvez prendre des chemises en flanelle de coton ou de flanelle de laine, et même des surchemises pour jouer un peu sur le layering. Le layering, c'est l'art de jouer avec les superpositions de matières.
Donc la surchemise, c'est là que c'est intéressant, c'est que vous pouvez superposer un t-shirt et une surchemise et une veste, ce qui va vous permettre de faire parler des matières et des couleurs entre elles. Et d'avoir des tenues plus complexes et plus intéressantes. Pour les chemises, parmi notre sélection, on a un faible pour les flanelles de chez Ast, qui ont des jolies couleurs, des belles matières bien travaillées et surtout qui sont très simples à porter quand on démarre. Bon, là on espère que vous aurez compris, un t-shirt et une chemise, ça va être un peu léger pour faire la semaine. On vous recommande au minimum 5 pièces. Pourquoi? Parce que sinon vous allez faire des allers-retours avec votre machine à laver 2-3 fois par semaine et la facture d'eau elle va être très salée. Maintenant, c'est à vous de mixer un petit peu comme vous en avez envie. Bon, on trouverait ça dommage que vous preniez seulement 5 t-shirts ou seulement 5 chemises. Essayez de prendre un petit peu des deux et à force vous allez découvrir ce qui vous met en valeur et ce qui vous plaît. Pour ce qui est des couleurs, on vous conseille plutôt de commencer avec du clair. Ça va vous permettre d'amener plus facilement du contraste dans vos tenues. S'il y a vraiment 2 pièces par lesquelles vous devriez commencer, c'est le t-shirt blanc et la chemise délavée. Maintenant, on va passer aux pulls. Alors les pulls, c'est plus une pièce pragmatique de la saison automne-hiver. Vous allez en avoir besoin parce que vous n'avez pas envie de vous cailler. Dans le style casual, on tolère tous les types de mailles. Nous, on va surtout retenir le col rond, qui est le plus classique, mais aussi le col roulé. Commencez avec des couleurs claires, comme le t-shirt, écru, gris clair, ce genre de couleurs. Après, vous pouvez vous faire plaisir avec du vert sapin, du bordeaux, du moutarde. Là, tout est permis. Pourquoi encore des couleurs claires? Parce que le pull va se superposer à votre t-shirt et à votre chemise, et donc il faut toujours respecter cet équilibre de couleurs entre le haut et le bas. La règle d'usage veut qu'une maille fine, sans texture, est plus formelle qu'une grosse maille avec des motifs tricotés. Dans le style casual, vous pouvez vous faire plaisir à ce niveau et avoir une maille avec plus d'aspérité que dans le style formel. Typiquement, aujourd'hui, Gustave porte une maille plus fine qui sera plus adaptée au style formel, voire sartorial, alors que moi j'ai un bon gros pull irlandais avec un tricot, donc là c'est vraiment réservé au registre casual. Comme toutes les autres pièces, on vous conseille d'avoir plusieurs exemplaires pour pouvoir faire une rotation. Il faut en avoir plusieurs, mais par contre, là, vous n'avez pas besoin de les laver toutes les semaines. Franchement, 1 ou 2 lavages par saison, ça suffit amplement. Après, ce conseil est valable évidemment si vous avez des pulls en matière naturelle. Donc là, on privilégie surtout la laine, et peut-être la laine Mérinos qui est très bien aussi. Pourquoi la laine? Parce qu'elle a des propriétés antibactériennes, et comme ça, elle ne retient pas les odeurs de transpiration. Et en plus, ça garde mieux la chaleur quand il fait froid, et ça l'évacue aussi quand vous avez un peu trop chaud. Pour les pulls au col rond, on vous recommande la marque Octobre Édition, qui est donc la marque sœur de Cézanne pour les femmes. Pour ceux qui ont un budget plus conséquent, je vous conseille de tenter l'expérience du pull en cachemire ou en yak proposé par Mahogany Cashmere. Ce sont deux matières qui possèdent les mêmes propriétés que la laine, mais en beaucoup plus efficace et en beaucoup plus doux. Mahogany propose des premiers pulls. Bon, il y a un petit peu à boire et à manger en termes de style, il faut faire un petit tri. Par contre, le prix, c'est à partir de 150 € et on vous laisse un petit lien. On passe maintenant à la pièce la plus imposante du vestiaire masculin, les blousons et les manteaux. On va vous séparer ça en deux parties, les vestes un peu plus légères que sont la veste de travail et le bomber, et enfin les pièces d'hiver qui sont un peu plus lourdes, le caban et la parka. On a choisi des pièces qui sont que casual, mais après, dans ce registre, tout est vraiment permis. La veste de travail, c'est une veste qui est très en vogue à Paris. La veste de travail s'inspire de celle que portaient les ouvriers au 19e siècle. Elle possède 4 poches plaquées, elle est peu structurée et donc très confortable à porter. Originellement en coton, mais pour une version hivernale, on trouve des modèles en tweed ou en laine. Si la veste de travail a un tel succès, c'est notamment parce que c'est une veste qui est très pratique. Avec toutes les poches, ça vous permet de trimballer tout ce que vous voulez. Portefeuille, carte, téléphone, il y a vraiment de la place pour tout, sans que ça nuise à la coupe du vêtement pour autant. D'un point de vue purement stylistique, c'est une veste qui est super simple à assumer, qui est très facile à porter. Et là, pour les couleurs, vous pouvez vraiment vous éclater. Du bleu marine, du rouille, du vert sapin. C'est une pièce qui est vraiment là-dessus, il n'y a aucune codification, vous pouvez vous faire plaisir. Traditionnellement, on va quand même commencer par le bleu ouvrier qui rend hommage à l'histoire de la pièce. Pour les références concernant la veste de travail, on a un faible pour celle qui provient de chez Vetra. J'ai écrit un article complet dessus. C'est une veste qui est fabriquée en France et qui reste à un prix somme toute raisonnable. 150 € pour les premiers modèles en coton et environ 160 à 180 € pour les vestes en laine. Le second blouson dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est le Bombers. Porté par les tout premiers aviateurs modernes, c'est une pièce qui, encore une fois, nous provient du registre militaire. C'est un blouson qui va naturellement flatter votre carrure et en plus, ça va vraiment vous protéger des intempéries. Ce blouson se décline généralement en 3 matières, le cuir, la laine ou le nylon.
Pour les références de nos bombers, on a uniquement choisi des modèles en laine parce que ceux en cuir coûtent généralement très cher. Parmi ces 3 références, celle qu'on préfère, c'est probablement Panam Collection. Il a eu la bonne idée de prendre un tissu de costume pour le mettre sur un bombers et le résultat est bluffant. Pour moins de 250 €, vous aurez un joli bombers avec une matière de luxe et ça, c'est quand même pas mal. On va maintenant passer aux manteaux d'hiver qui sont plus lourds, à commencer par le caban. Le caban est une pièce qui nous provient de l'univers nautique. Il permettait aux marins de ne pas avoir de prise au vent qu'il soit à bâbord ou à tribord grâce au double boutonnage et en plus le col haut permettait de les abriter de la pluie et du vent. Comme il s'agit d'un manteau court, il va au petit comme au grand et il flatte votre carrure. Parmi nos 3 références de caban, nous on a un coup de cœur pour le caban Le Glazik. Ce caban, il est aux alentours de 300 € et il est fait en France dans un atelier français avec un drap français. À ce prix-là, on pense que vous le trouverez difficilement mieux ailleurs. Gustave a fait un article dessus, je vous le mets en fiche. On va passer à la dernière pièce de notre sélection aujourd'hui, la parka. La parka, elle est d'origine inuite, elle a été encore une fois reprise dans le registre militaire. Les Américains s'en sont inspirés pour créer le premier manteau de pluie destiné à protéger leurs GIs dans des conditions particulièrement difficiles, notamment pendant la guerre de Corée. La parka, c'est une pièce qui est très technique, vous allez donc vouloir vérifier ses propriétés avant de faire votre achat. Personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour celle d'Octobre Édition parce que j'aime beaucoup le rendu du coton huilé en général et ce sont toujours des pièces avec beaucoup de caractère qui me rappellent un peu Barbour. Ici, c'est très réussi dans un beau marron, même si je trouve que la longueur est un peu courte. On va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. D'abord, on commence avec les chaussures. Il vous faut une sneakers blanche et une paire de boots, que ce soit une Chukka, une Chelsea ou une jumper. Ensuite, il vous faudra au moins 2 pantalons, idéalement un jean et un chino. Ensuite, pour le haut, on vous conseille de prendre plusieurs t-shirts et plusieurs chemises casual. Il ne faut également pas oublier les pulls, du col rond ou du col roulé selon vos préférences. Et enfin, vous pouvez prendre des blousons et des manteaux. Là, c'est la veste de travail ou le bomber pour des poids plus légers. Et pour l'hiver, un caban ou une parka. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien appréciée avec Gustave. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la cloche pour suivre nos prochaines vidéos. Et puis si vous pensez qu'on a oublié une pièce ou au contraire qu'on s'est un petit peu planté, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on sera ravis d'en débattre.